Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le dépôt tardif du projet de loi de finances 2018 fait perdre le sourire aux députés, attendus en principe 2 semaines avant le début de la session parlementaire. Ce n'est que ce lundi qu'il a été déposé à l'Assemblée nationale et cette violation des dispositions réglementaires suscite des critiques à l'encontre du gouvernement. Au-delà de cet enfer esclavagiste vécu en Libye, l'ampleur de l'immigration clandestine suscite des critiques également à l'encontre des politiques publiques adressées à la jeunesse camerounaise. Vous suivrez dans ce journal un diagnostic sans complaisance des parlementaires sur l'échec des politiques publiques adressées à la jeunesse camerounaise, victime de ce fléau d'immigration clandestine sur le continent africain. La France reste un problème pour le continent africain selon l'analyse des célèbres philosophes Achille Mbembe et Felwine Sarr. Ils dénoncent l'impérialisme post-colonial français et la faiblesse des dirigeants africains à se débarrasser du joug colonial français. C'est dans ce contexte tendu et électrique que Emmanuel Macron, président français, entame sa première tournée africaine et très attendu son discours sur les nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Décryptage à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le projet de loi de finances 2018 suscite déjà des critiques. Le gouvernement l'a déposé ce lundi à l'Assemblée nationale en parfaite violation des dispositions réglementaires, lesquelles prévoient que des projets de loi soient déposés 2 semaines avant les sessions parlementaires, ce qui n'est pas le cas. Dans un tel contexte, les députés peuvent-ils examiner point par point les différentes stratégies publiques prévues dans le programme économique, social et culturel du Cameroun en 2018? Élément de réponse avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Fini les joutes verbales de la semaine dernière, l'Assemblée nationale a retrouvé son cours normal. Le dépôt de la loi des finances 2018 en plénière s'est ainsi déroulé dans une ambiance digne des jours ordinaires dans cette institution. Cela en présence des députés du SDF qui avaient fait obstruction à la plénière il y a quelques jours. Comme souvent, le dépôt tardif de cette loi devant le Parlement suscite des critiques. On reçoit la loi de finances avec 1 mois de retard, comme d'habitude. Donc j'espère qu'ils vont nous donner 1 mois pour la consulter et pour travailler dessus. Mais malheureusement, comme d'habitude, on va essayer de faire un travail bâclé. Et je pense que c'est une des plus grosses entraves à la démocratie camerounaise que de croire que de rendre compte de l'argent du contribuable est quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Il s'en trouve néanmoins parmi les députés qui soulignent qu'il est question de s'atteler à la tâche. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer d'analyser cette loi et vérifier si les aspirations de nos populations y sont inscrites. C'est un devoir de la représentation nationale. La loi des finances 2018 aura une singularité avec l'introduction d'une rallonge de 50 milliards consacrés à l'organisation des différents scrutins. Mais elle connaîtra aussi un rétropédalage, notamment en ce qui concerne l'option initialement envisagée de faire collecter la taxe foncière par Eneo. Aussi, son enveloppe globale, estimée préalablement à 4 513 milliards de francs CFA, devrait être au final plus élevée. Contrairement à une fin de semaine agitée à l'Assemblée nationale en présence des députés SDF revendiquant l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise anglophone, ce lundi était une journée calme à l'hémicycle à Yaoundé. Des députés SDF n'ont pas manifesté lors du dépôt du projet de loi de finances 2018. Un calme avant la tempête. Il prévoit de maintenir la pression sur le Parlement afin d'obtenir une solution à leurs problèmes politiques. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ils étaient bien présents à l'hémicycle ce lundi matin, mais dans le calme absolu.
Tout le contraire du tohu-bohu qui a bloqué la plénière de jeudi, mettant prématurément un terme à la session que conduisait le président de l'Assemblée nationale. Mais le calme observé lors du dépôt du projet de loi de finances 2018 ne signifie pas que le SDF a abdiqué. Nous menons nos actions et je ne pense pas que l'heure est à la divulgation des stratégies. Nous trouvons regrettable que le pays est à genoux depuis plus de 13, 14, 15 mois et le gouvernement et son groupe à l'Assemblée nationale font comme si de rien n'était. C'est dire que le SDF maintient sa position, celle de voir l'Assemblée nationale se pencher urgemment sur la crise anglophone, en l'inscrivant à l'ordre du jour de l'une de ses sessions. Cette même Assemblée nationale s'est mobilisée pour comprendre ce qui se passait avec le phénomène Boko Haram et je pense que ça a édifié non seulement les députés, mais l'ensemble de la nation. Et nous demandons qu'avec cette crise dite anglophone, qui est en fait une crise de gouvernance, et c'est une crise qui affecte tous les Camerounais, qui est un débat dessus, pour que les Camerounais puissent comprendre, du moins pour que les représentants du peuple puissent comprendre ce qui se passe. Le dialogue que le SDF appelle de tous ses voeux ne doit exclure personne, si tant est que les différents acteurs recherchent le même but, à savoir la fin de l'incertitude qui s'est installée depuis plus d'1 an. On peut aussi envisager d'inviter la société civile et même les acteurs principaux de cette crise qui sont de l'autre côté pour qu'ils viennent nous dire quelles sont leurs revendications et ensuite, seulement ensuite, on pourra essayer de trouver des solutions à ce problème. Mais fuir ou jouer à la politique de l'autruche ne nous avance pas. Après les députés, c'est au tour des sénateurs du SDF de brandir la menace d'un blocus. Dans une correspondance adressée au président du Sénat, ces derniers exigent également que la crise anglophone soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière. Ceci au fin de la création d'une commission spéciale ad hoc, conformément à l'article 35 de la Constitution et à l'article 40 du règlement intérieur du Sénat. Marcel Niad Difendi prêtera-t-il une oreille attentive là où Kava Yege Djibril ne l'a pas fait? On attend la prochaine plénière au Sénat pour voir clair. Au-delà de cet enfer esclavagiste vécu en Libye, l'ampleur de l'immigration clandestine dévoile l'échec des politiques publiques adressées à la jeunesse camerounaise. C'est en tout cas le diagnostic sans complaisance des parlementaires au moment où des jeunes Camerounais continuent de braver au péril de leur vie ce trafic humain, de traverser le désert du Sahara occidental pour tenter de joindre l'Europe afin de fuir la misère au Cameroun. Reportage avec Cyril et Emmanuel Diop. C'est avec satisfaction que dans les rangs du RDPC, l'on accueille le retour au pays des migrants camerounais. Je suis heureuse que les enfants soient rentrés. J'espère qu'ils ont tiré les leçons. D'ailleurs, ils ont fait des déclarations. J'espère aussi que les parents vont comprendre que la parenté responsable nous impose de protéger nos enfants. Si le parti au pouvoir convoque la responsabilité parentale, l'Union des populations du Cameroun, pour sa part, conseille la création d'une Ligue noire pour faire opposition à la Ligue arabe. Il faut aujourd'hui créer la Ligue noire au même titre que la Ligue arabe pour juger, analyser le déploiement de la race noire dans le monde. Mais le meilleur remède contre l'immigration clandestine, selon le RDPC, c'est la création des richesses sur le plan local. L'effort également que nos gouvernants doivent faire pour axer le maximum de moyens sur l'éducation en général et sur la création des emplois, c'est-à-dire l'industrialisation. En tout état de cause, l'UPC invite le gouvernement à prendre ses responsabilités face aux États qui ne cachent pas leur arrogance du fait de l'argent du pétrole. Il faut ici amener nos gouvernements à ne pas démissionner de leurs responsabilités face à la diplomatie du pétrole. Les députés à l'Assemblée nationale ne sont pas insensibles à la crise migratoire qui secoue le Cameroun. Comme solution à l'immigration clandestine, les parlementaires invitent le gouvernement à prendre des mesures pour assurer sur place le bien-être des populations. La nouvelle vient de tomber. Général Express Voyage reprend ses activités de transport interurbain cette semaine après
1 mois de suspension. Le reste de sa sanction a été effacé. C'est une décision prise à titre exceptionnel. Selon le communiqué du ministre des Transports, Edgar Alain Mbengo estime que la dite compagnie des transports a pris des mesures correctives après un audit mené il y a quelques semaines. Durant cette période de suspension, une forte demande avait explosé sur le trafic du transport interurbain entre Bafoussam et Yaoundé. Des passagers ont payé 5 000 francs CFA, soit le double du prix du transport avant la suspension de Général Express Voyage. Un véritable calvaire pour les passagers qui se déplacent entre Bafoussam et Yaoundé, un calvaire que nos reporters ont vécu. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat, reportage. Si le début de week-end est un calvaire dans les agences de voyage de Douala et Yaoundé pour les passagers en direction de la région de l'Ouest, leur retour en fin de week-end est plus qu'un chemin de croix, surtout en cette période de funérailles et autres deuils. Revenant d'une cérémonie dans son village, Alexis Takouken, loin d'être au bout de ses peines, nous raconte ses mésaventures. On envoie les groupes, on va changer, mais ok, on s'en va nous couper d'abord 1000 francs au lieu de 500 pour personne. On est payé pour arriver sur. En tout cas, il y a des banquiers, il y a des groupes, il y a un peu assez 1000 francs pour placer le groupe, il y a des personnes, ça commence tout le monde, c'est pas moi. À l'explosion de la demande, depuis la suspension temporaire du transporteur Général Voyage, les pancartes exhibant d'habitude le prix préférentiel du ticket à 2500 francs ont vite été jetées dans un coin pour des tarifs variants de 4 500 à 5 000 francs CFA. Comme il n'y a pas beaucoup de bus, on nous prend plus cher. C'est 5 000 aller, 5 000 retour, ça fait 10 000. Au-delà du coût élevé du ticket de transport, tout voyageur doit en plus passer un concours de patience face aux files d'attente serpentant dans les terminaux à bus. Parfois découragés au premier coup d'œil, bon nombre d'entre eux font sans satisfaction la ronde des agences et l'autostop, c'est l'unique option. Ici, on a la possibilité que l'on choisisse. On n'est pas obligé d'aller à la gare au train. Il y a un qui peut être 4 000, 5 000. Les bus sont sales. Et vous préférez l'autostop? L'autostop, ils ne même vont baisser encore. Dimanche passé, je suis resté ici, je suis venu, ils ont parlé de 4 500. À minuit, moi, la même personne qui me vendait à 4 500, il m'a pris à 3 000 francs. À 3 000 francs. Des compagnies opérant ailleurs viennent récolter quelques retombées des malheurs du voisin d'à côté. Jusque-là, les clients boudent, mais n'ont pas de choix. Voilà. On avait ici, je n'ai pas de nom. La plus souvent, combien là? 3 000. Nous sommes à 5 000 aujourd'hui. Voilà, mais 5 000 aujourd'hui. On n'a pas le choix, il faut rentrer sur voilà. Pour la chasse du gain, certains transporteurs jouent même les aventuriers sur les axes de l'Ouest. On décolle à Yaoundé à minuit pour arriver sur la 7 h du matin, parce qu'ils roulent doucement. Ils peuvent poser des accidents parce qu'ils ne connaissent pas la route. Ils ne sont pas habitués, ils sont tellement compliqués, il y a les frappes. On paie chez 5 000, 6 500, ils sont tombés aussi là-bas dedans. Malgré les racoleurs qui fourmillent de toutes parts et en l'absence de bus en vue, bon nombre de voyageurs des heures durant préfèrent attendre une hypothétique arrivée. Une patience à rude épreuve au nom du pacte de confiance et de fidélité signé avec des agences de voyage à la notoriété bien établie. Si tous les transporteurs se frottent les mains pour de bons chiffres d'affaires réalisés chaque week-end, à défaut de lever la suspension du Général Voyage, les voyageurs ont à cœur de voir ce transporteur vite purger sa peine et reprendre du service, surtout en cette approche de départ en congé pour les fêtes de fin d'année. Et précisons que le ministre des Transports, Edgar Alain Mbengo, a publié un communiqué dans lequel il déclare que la suspension du Général Express Voyage se limite à 1 mois sur les 3 mois initialement prévus. Le reste de la sanction a été effacé à titre exceptionnel selon les propos du ministre Edgar Alain Mbengo et le calvaire des usagers qui empruntent généralement l'axe Douala-Bafoussam ou encore Yaoundé-Douala-Yaoundé pourrait s'estomper. Je vous propose de suivre cette réaction des nombreux Camerounais qui racontent leur galère vécue dans la ville de Douala en raison de la fermeture pendant près d'1 mois de cette agence de transport interurbain. Reportage signé Warren Zede et Julienne Berthe-Bissaille. Le ministre des Transports vient certes de lever la sanction de l'agence Générale Voyage, mais cette décision n'a pas épargné les usagers de l'axe Douala-Bafoussam à vivre le calvaire dû à la suspension de celle-ci. Puis la suspension de l'agence Générale, c'est un calvaire total pour tous ceux qui voyagent.
puisque la seule agence qui est là, à venir par exemple, on ne peut pas citer, a des vieilles voitures qui tombent en panne après chaque 5 km, ce qui n'est pas aisé pour le voyageur. On ne peut plus programmer un voyage et le faire à temps. Vraiment, c'est triste. Dans les agences du Tiki, il n'y a pas moyen. Il y a plus de passagers que de voitures. Vraiment, nous regrettons. Cette demande supérieure à l'offre a favorisé l'augmentation des coûts du transport. Quittant ici pour Bouddha, c'était 500. Maintenant, je suis taximan. Quand j'arrive à Bouddha à 18h maintenant, je vois le monde de là-bas. On me prend maintenant qu'à 1000 francs, Tu vois comme les gens sont là placés. Et maintenant, je ne vais pas moi qu'à Bouddha parce qu'il y a des gens placés. C'est pour ça qu'il me fait passer, sinon je ne peux pas. Si certains préfèrent les agences de voyage, d'autres sollicitent les personnels pour leur confort. Il y a beaucoup qui n'aiment pas aller dans les agences de voyage. Il y a beaucoup qui aiment plutôt les particuliers parce que ça roule un peu rapidement et puis ça arrive avant le temps. Bon, à l'agence, ça traîne. Le temps de payer le billet, le temps d'attendre. Il faut faire des heures dans des agences. Malgré cette option, l'épineux problème du mauvais état des routes demeure. L'entretien routier n'y est pas. On dit que les piétons n'existent pas. L'État doit revoir ce système. Et passant aussi par les péages, il faut se tenir des poules qui sont sur nos chaussées. Je pense que rien qu'avec la contribution par les péages, nous ne devons plus avoir l'accès de choses sur la voie publique. En attendant des actions concrètes des pouvoirs publics, c'est un ouf de soulagement que viennent d'avoir les usagers de cet axe routier. La régulation dans le secteur des transports est toujours le théâtre d'un bras de fer entre les opérateurs et les pouvoirs publics. Tenez-vous bien, les rois du désordre urbain, les mototaxis, refusent de se plier aux injonctions des pouvoirs publics dans la capitale économique du Cameroun. Ils ont botté en touche le fait d'abandonner la surcharge sur les mototaxis. Pourtant, cela multiplie les risques d'accidents mortels. Une concertation entre la communauté urbaine de Douala et ses conducteurs de mototaxis n'a accouché que d'une souris, selon le constat fait par nos reporters François Dikoumé et Donald Anouzoua. Douala, à défaut de mettre hors circuit le transport urbain par moto, se propose d'organiser ce secteur d'activité qui serait en partie cause du désordre sur la voie publique. Il est plus difficile pour certains d'avoir les mouvements. Vous n'avez pas le carte de vie, vous n'avez pas la carte de vie, mais je pense que même si c'est difficile, progressivement il faut fonctionner. Les conducteurs de mototaxis qui adhèrent partiellement aux propositions de la communauté urbaine refusent par contre de mettre fin aux surcharges. Vous demandez de tirer les papiers, c'est normal. C'est normal. Mais au niveau du bâchement, qu'ils le font, ils interdisent le bâchement. C'est normal. Est-ce que le client va donc payer pour place? Les seigneurs des engins à deux roues donnent aussi les raisons pour lesquelles ils roulent sur le terre-plein et ne respectent jamais le feu de signalisation. Nous connaissons tous que le Bensikina ne sait pas attendre. Le Bensikina est pressé. On va apprendre à ne plus être pressé. Il ressort également du séminaire annuel de sensibilisation des mototaxis de Douala que les acteurs du secteur seront répartis par arrondissement et identifiables grâce aux chasubles de différentes couleurs. Autre secteur d'activité qui peine à être régulé au Cameroun, c'est celui de l'exercice légal de la médecine. L'Ordre des médecins avoue son impuissance à combattre la prolifération des cliniques qui évoluent en marge de la légalité. L'assainissement se heurte à des résistances entretenues par des réseaux de corruption, mais aussi de trafic d'influence, un fléau qui s'accentue à tel point que 3500 formations médicales évoluent dans l'illégalité au Cameroun. Reportage Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Plus de 3500 structures sanitaires privées figurent dans la liste noire de l'Ordre national des médecins du Cameroun.
Il s'agit de structures clandestines dont l'existence met à mal l'offre de soins et aucune région du pays n'est épargnée. Que ce soit chez les médecins ou les paramédicaux, il y a un foisonnement fou pour des structures qui ne répondent à rien, qui en fait sont plus des mouroirs que des centres de soins. Ils font n'importe quoi et les gens transforment des maisons, des salons de maisons en cabinets de consultation et parfois quand c'est même des maisons, on n'a pas le minimum. On n'a pas le minimum pour sauver une vie humaine. Plus grave encore, certaines de ces structures clandestines appartiennent aux médecins, impliqués à hauteur de 30% dans l'exercice illégal de la profession. De quoi susciter davantage le courroux de l'ordre national des médecins du Cameroun. Chaque minute qui passe, il y a peut-être quelqu'un qui est mal pris en charge, qui meurt. Voilà un spécialiste des gastro-entérologie. Si le diagnostic est mal fait, si la prise en charge est mal faite, vous ne saurez pas. Le type va sortir en disant « ouais, c'était son jour ». On n'a pas obligation de résultats, oui, mais on a obligation de moyens. Et dans ces structures, il n'y a pas les moyens. Malheureusement, les actions entreprises par l'ordre des médecins échouent aux portes de la corruption et du trafic d'influence. La plupart des formations sanitaires clandestines bénéficiant du soutien des pontes du régime et de la complicité de certains fonctionnaires véreux du ministère de la Santé publique. Lorsque nous identifions ces formations clandestines, et qu'il faille passer à l'acte, c'est-à-dire la fermeture, la saisie du matériel comme nous l'autorise la loi, malheureusement nous n'avons pas la force publique et lorsqu'on la requiert, malheureusement elle tarde à venir. Nous avons plusieurs fois saisi les autorités administratives pour qu'ensemble on essaie de mettre de l'ordre là-dedans, mais je ne peux pas vous dire, parfois dès qu'on commence, quelques temps après, c'est des coups de fil qui viennent de gauche à droite pour intervenir et on laisse tomber. Bon, je ne sais pas de qui on se moque de la population, on se moque de qui, je ne sais pas. Malgré ces obstacles, l'ordre des médecins entend poursuivre la lutte afin que seuls ceux qui ont voix au chapitre exercent la médecine au Cameroun. Tous les jours, nous avons des plaintes de patients venant des structures illégales. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire une lutte sans merci. Et cette lutte ne peut se faire qu'en collaboration avec, bien sûr, l'État du Cameroun. Nous avons effectivement la possibilité de fermer. Nous le faisons. J'ai cité des cas. Nous avons déjà fermé des dizaines de structures. Mais parfois, on se réouvre. C'est un combat de longue haleine, car sans une réelle volonté politique de tordre le cou à ces fléaux, il serait difficile d'attendre un quelconque résultat. Dans l'escale internationale, la France reste un problème pour le continent africain, selon l'analyse des célèbres philosophes Achille Bembe et Felwine Sarr. Ils dénoncent le paternalisme et l'impérialisme post-colonial français, mais aussi cette difficulté des dirigeants africains à se débarrasser de ce joug colonial français. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron, président français, entame sa visite en Afrique de l'Ouest, première escale, le Burkina Faso, où il y a un véritable désamour entre la France, ancienne puissance coloniale, et les Burkinabés. Enjeu politique d'une tournée africaine du président français, c'est décrypté dans ce reportage signé Éric Martial Ndiomo. Plusieurs raisons justifient le choix de Ouagadougou pour ce discours qui devrait donner le ton sur la politique africaine d'Emmanuel Macron. D'abord, le fait que le Burkina Faso soit présenté comme un exemple de démocratie. Ensuite, la longue histoire qui lie les deux pays avec des aspects tant positifs que négatifs. Face aux étudiants, lors de la séance consacrée aux questions et réponses, le président français devra certainement répondre du rôle joué par Paris dans l'exfiltration de Blaise Compaoré vers la Côte d'Ivoire après avoir été chassé du pouvoir par la rue. Selon des indiscrétions, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, l'organe créé par Macron pour traiter du nouveau rapport franco-africain, voudrait rompre avec les prédécesseurs du président. Hollande et Sarkozy avaient choisi Dakar pour le même exercice. Le dit discours, très attendu, aura pour ambition de polisser l'image de la France en Afrique. La jeunesse du Burkina Faso, semblable à celle d'autres pays du continent, a développé un sentiment anti-français dû au passif colonial et à la politique africaine de l'Élysée. La France, qui selon de nombreux rapports n'a pas tenu compte de l'évolution des sociétés africaines et de l'émergence d'une classe majoritaire des jeunes de plus en plus politisés, continue à travers son interventionnisme et son soutien aux classes dirigeantes gérontocrates en Afrique à perdre de la côte auprès de ces jeunes. L'exercice est donc délicat pour Macron qui s'inscrit en matière africaine dans une logique de rupture qu'avaient déjà annoncé ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy.
très attendu. Demain, mardi, le discours du président français Emmanuel Macron, alors que ses prédécesseurs, notamment Nicolas Sarkozy, s'étaient illustrés par des propos polémiques sur l'Afrique qui n'était pas assez rentrée dans l'histoire. Emmanuel Macron peaufine son discours avec son Conseil de l'Afrique qu'il a accompagné durant ces dernières semaines dans un discours très attendu sur de nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Nous revenons sur ces propos parfois polémiques des présidents français qui ont suscité une vague de critiques sur le continent africain. C'est avec Sylvestre Hippolyte Zangaou dans ce reportage. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'était le 26 juillet 2007 à Dakar au Sénégal. Nicolas Sarkozy, fraîchement élu président de la République française, parlait ainsi du continent africain. Un discours qui avait soulevé un véritable tollé, car considéré comme étant une insulte à l'encontre des peuples africains. Et ce discours, dont s'étaient indignés plusieurs intellectuels du continent, est finalement resté dans les mémoires, malgré les tentatives de Nicolas Sarkozy de donner un autre sens à ses propos. 5 ans après, arrivé au pouvoir à son tour, François Hollande, toujours à Dakar, tente de marquer la rupture avec son prédécesseur. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique, et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique. Je considère les Africains comme des partenaires, comme des amis. Mais l'amitié crée des devoirs. Et le premier d'entre eux, c'est la sincérité. Je veux leur parler librement, directement, le faire sans ingérence, mais avec exigence. Emmanuel Macron, désormais au pouvoir en France, a sa vision à lui des relations entre l'Hexagone et l'Afrique. Si son discours, alors qu'il séjourne en Afrique de l'Ouest, est très attendu. Au moment où il est en campagne électorale, l'actuel président français s'était illustré par ses propos en visite en Algérie. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Et certains, on le sait bien, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Ça, jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview, et je l'ai fait partout où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Il faut rappeler que depuis 2007, les chefs d'État français font savoir qu'ils optent pour la rupture des pratiques de la France-Afrique, mais des annonces auxquelles résistent ces mêmes pratiques. En bref, à présent, ce mauvais départ du Cameroun dans les éliminatoires zone Afrique du championnat mondial de basketball, messieurs, après 2 victoires contre le Tchad et la Guinée, le Cameroun perd son 3e match contre la Tunisie, 66-67. En attendant la phase retour, l'encadrement technique pointe un doigt accusateur sur la mauvaise préparation des joueurs de basketball, messieurs du Cameroun, eux qui doivent remporter tout le match pour espérer se qualifier pour le championnat mondial de basketball, messieurs. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau une cadre politique du MRC, Michel Ndoki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de la communication et responsable politique à Douala-Premier pour le MRC. Vous avez suivi ce jour, le gouvernement a déposé ce projet de loi de finances 2018 en pleine session parlementaire. On a vu le grincement des dents de certains députés qui s'attendaient à ce que ce projet de loi soit déposé avant que la session ne commence. Comment vous appréciez cette attitude du gouvernement concernant un projet de loi aussi important? Nous ne l'apprécions pas parce que c'est une attitude habituelle. Au MRC, nous sommes plus occupés et je suis sûr que vous l'avez remarqué, à préparer nos concitoyens par rapport aux prochaines échéances électorales et à nous assurer qu'ils ont les moyens de comprendre quelle est l'alternative que nous leur proposons par rapport au pouvoir en place. Je crois que c'est perdre du temps inutilement aux Camerounais
que d'expliquer les insuffisances de ce système ou les insuffisances de ce régime ou les insuffisances de ce gouvernement. Ceci est une illustration, comme il y en a tant d'autres dans nos vies quotidiennes. Il n'y a pas, à notre sens, de commentaire particulier à faire là-dessus. Nous devons garder les yeux tournés vers l'avenir. Justement, vous parlez d'élections, bien sûr des ambitions électorales, ambitions politiques et enjeux électoraux pour le MRC. On a vu ces derniers jours une note du secrétaire général de la présidence de la République qui s'adressait au ministre des Finances, lui demandant de changer le budget réservé à Elecam, qui passerait à 50 milliards de francs CFA dans le projet de loi de finances 2018. Cela est-il pour vous un indicateur de ce qu'il y aura des élections en 2018 ? Je suppose que si un courrier interne au gouvernement a comme ça été diffusé dans les réseaux sociaux, c'est pour donner cette opinion. Il nous paraît que la communication sur les prochaines échéances électorales devrait être une communication officielle. Nous ne devrions pas nous employer à des exercices divinatoires. Il nous paraît aussi que sur le fond de votre question, on ne peut pas avoir d'assurance, pour la simple raison que quand vous analysez la loi de finances dans le détail, vous ne trouvez pas de ligne sur l'organisation des élections. On pourrait s'attendre, pour vous prendre un exemple, en 2011, lorsque les élections présidentielles ont été organisées, d'après celui qui était alors le ministre de l'administration territoriale, 20 milliards ont été consacrés aux élections. Donc, et il y avait une élection. L'année prochaine, il y a les élections sénatoriales, municipales, à l'Assemblée nationale, législative, merci, et présidentielle. Donc, de passer de 35 milliards à 50 milliards, ça ne suffirait même pas si on était en 2011 pour dire cela garantit l'organisation d'une seule de ces élections. Ensuite, donc, vous pensez que cette modification du budget consacré à Elecam serait insuffisant pour le calendrier électoral assez chargé de 2018. Si l'on compare à l'histoire, je ne fais que me référer à ce qui a été fait par le passé. Ce que je dis, c'est qu'il y avait 20 milliards consacrés aux élections présidentielles en 2011. En 2018, il n'y a pas de raison de penser qu'il y en aura moins. Normalement, la population a augmenté, le nombre de bureaux de vote pourrait augmenter, le nombre de votants va augmenter, donc on va avoir plus de bulletins, etc., etc. Donc, nous n'avons aucune raison d'imaginer que le budget nécessaire va diminuer. Mais ce qui est plus choquant, c'est de se rendre compte qu'on ne sait même pas où sont ces 35 milliards. Quand vous regardez le projet de loi des finances, vous constatez que le budget du ministère de l'administration territoriale est passé de 36 milliards l'année dernière à 39 cette année. Donc vous ne voyez pas le différentiel dont vous êtes en train de parler. Le budget de l'ECAM est resté statique et il a tendance à diminuer au fil des ans par rapport à il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, il est autour de 9 milliards. Donc les 35 milliards dont vous parlez, on ne sait pas d'où ils viennent. Et l'augmentation de 15 milliards, il est impossible, en regardant la loi de finances, de savoir comment est-ce qu'elle a été ventilée. Cela signifie que le gouvernement actuel tient à ce que cela reste une surprise, à ce que cela reste fortement lié au pouvoir du chef. Et je crois que c'est une manière d'influencer les concitoyens et de leur donner l'impression que le choix de leur leader politique dépend d'une manne et d'un demi-dieu et ne dépend pas d'eux. Et notre travail au MRC, que fait le MRC, exactement, notre travail au MRC, c'est de leur permettre de se rendre compte qu'il n'en est rien. Et le travail que nous faisons est un travail d'abord de rapprochement par rapport à nos concitoyens. Nous sommes implantés aujourd'hui dans plus de 300 communes au Cameroun et nous continuons de faire notre travail de présence. Nous ne nous contentons pas d'être dans les grandes villes. Nous allons de l'extrême nord au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest rencontrer les Camerounais et leur parler de notre proposition de développement et nous assurer qu'ils la connaissent et donc que plus aucun Camerounais ne peut dire il n'y a pas d'alternative, on veut bien que le gouvernement actuel s'en aille, mais enfin, par qui pouvez-vous le remplacer? Et si ce calendrier électoral venait à être reporté,
à une autre date en raison d'un certain nombre de facteurs que le gouvernement pourrait invoqué durant l'année 2018. Comment réagirez-vous? Depuis l'année dernière déjà, le professeur Kamto avait prévenu contre le risque d'un glissement du calendrier électoral et nous pensons qu'il nous reviendrait en tant que Camerounais et à l'ensemble de nos concitoyens de prendre nos responsabilités et de nous assurer que ce gouvernement comprenne que c'est lui qui travaille pour nous et pas l'inverse. Le calendrier est un calendrier convenu, il doit être respecté, personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est au-dessus de la Constitution. Quoi que nous pensions de la qualité de ces textes, et nous comptons bien faire en sorte que le gouvernement s'astreigne à les respecter. Maintenant, sur cette base, on peut se dire, espérons que cette augmentation et cette lettre qui a été diffusée dans les réseaux sociaux est le signe qu'il y a tout au moins l'intention de se conformer à ces textes. Aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de penser le contraire. Justement, cette intention d'organiser des élections en 2018 pourrait buter devant une crise politique que le Cameroun vit depuis près d'un an. C'est la crise anglophone dans ces deux régions et vous avez observé ces derniers jours le blocus effectué par des députés SDF à l'Assemblée nationale pour tenter d'obtenir un débat parlementaire sur cette crise. Depuis près d'un an, selon eux, 4 sessions parlementaires se sont tenues et aucun débat sur cette crise. Que pensez-vous de la démarche politique du SDF à ce sujet? Je pense que toute démarche qui vise à faire en sorte qu'on accorde enfin à cette crise grave et profonde l'attention qu'elle mérite est une démarche qu'il faut saluer. Nous pensons aussi que jusqu'ici, les leaders, et en particulier notre gouvernement, semblent être dans une attitude le geste qui sauve doit venir de l'autre, et que ce n'est pas une attitude responsable en tant que leader. Il est temps que chacun d'entre nous se demande sérieusement quelle est la part qu'il ou elle peut jouer dans la résolution de cette crise. Il ne s'agit pas... Tout le monde estime que les clés de la résolution de la crise sont détenues entre les mains du chef de l'État qui jusqu'ici ne répond pas à certaines préalables posés par les leaders ou acteurs de cette crise anglophone. Et nous pensons que le président de la République est le problème qui est à l'origine de cette crise. Donc il ne peut pas être les deux. Peut-être qu'effectivement, une attitude responsable de sa part qui reconnaîtrait qu'aujourd'hui, ses concitoyens n'ont plus en lui la confiance qu'ils ont semblé avoir naguère, nous permettrait de sortir de cette crise. Mais la question à se poser n'est pas de savoir s'il va ou pas poser le bon geste. La question à se poser est de savoir ce que nous allons faire pour remettre notre pays en état de marche. Et il nous paraît, c'est à ça que le MRC travaille, il nous paraît que c'est dans cette direction, encore une fois, vers l'avenir que nous devons regarder. Merci Michel Ndoki. Je rappelle que vous êtes chargé de la communication et responsable politique à Douala Premier pour le MRC. Il existe également d'autres femmes qui ont décidé de s'engager cette fois-ci dans l'entrepreneuriat féminin à travers un important mouvement de femmes entrepreneurs qui évoluent dans une plateforme qui a été mise en place il y a quelques mois. Ils ont décidé d'étendre leur réseau. Je vous propose de voir cela dans ce reportage. L'entrepreneuriat féminin porté au plus haut par la Cameroun Women Business Leaders Association. Cette organisation créée avec pour principale mission de contribuer à l'autonomisation des jeunes femmes et au développement du pays. Déterminée et d'un dynamisme sans pareil, la Cameroun Women Business Leaders Association a organisé une journée d'échange avec les partenaires italiens à Douala. Nous allons vers les femmes pour voir ce qu'elles ont déjà fait, apporter, partager les idées, apporter notre contribution. Et en même temps, nous formons les femmes du secteur informel au secteur formel pour les amener à connaître leurs devoirs vis-à-vis de l'État et vis-à-vis d'elles-mêmes. Les travaux placés sur les enjeux et défis de la transformation et de la commercialisation des produits locaux sont présidés par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Sans les femmes, on ne peut pas faire grand-chose. En un laps de temps, ces dames-là ont envahi l'écran de l'environnement économique et c'est arrivé au moment où la ville aussi était en train
vouloir faire participer davantage le secteur privé dans le développement. Des investisseurs italiens et les membres de la Cameroon Women Business Leaders Association ont pu partager leurs expériences. On a constaté que les femmes sont très dynamiques et ont beaucoup de courage à avancer dans le secteur de l'entreprise. C'est pour ça que nous, on est très contents de ces partenariats et on espère que ça, c'est seulement le deuxième step pour avancer dans nos partenariats. Parmi les actions de cette année, figurent les rencontres B2B, la signature de la convention de partenariat et les opportunités d'affaires offertes par l'Italie. Notre partenaire italien nous apporte déjà un grand pas sur le plan technique et sur le plan financier. Nous devons participer activement au développement de notre ville. On estime que nous pouvons apporter notre réflexion à toutes les questions qui, dans ce partenariat, sera un partenariat qui nous permettra d'être au devant, d'avoir même le droit, le devoir de participer, de regarder et même de critiquer. Une foire d'exposition du savoir-faire de ces femmes entrepreneurs a permis au public d'apprécier l'investissement de ces dernières et l'originalité qu'elles apportent dans la transformation des produits locaux. Entre nous-mêmes, nous faisons le réseautage. Par exemple, si moi je produis la farine de coquille et qu'il y a des consoeurs à Yaoundé qui la veulent, elles vont se rapprocher auprès de moi, elles vont la prendre. Bon, c'est ce que la CWBL fait. Et nous, quand on parle des opportunités, ce n'est pas seulement pour la visibilité, c'est aussi pour les financements. La Cameroon Women Business Leaders Association, groupe de femmes chefs d'entreprise, invite toutes les femmes à rejoindre leur association pour qu'ensemble, elles puissent bâtir le Cameroun de demain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après ce journal, 100% foot, émission présentée par Étienne Pascal Azégué, réalisée par Emos Fong. Bonne soirée sur cette même antenne. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le dépôt tardif du projet de loi de finances 2018 fait perdre le sourire aux députés, attendus en principe 2 semaines avant le début de la session parlementaire. Ce n'est que ce lundi qu'il a été déposé à l'Assemblée nationale et cette violation des dispositions réglementaires suscite des critiques à l'encontre du gouvernement. Au-delà de cet enfer esclavagiste vécu en Libye, l'ampleur de l'immigration clandestine suscite des critiques également à l'encontre des politiques publiques adressées à la jeunesse camerounaise. Vous suivrez dans ce journal un diagnostic sans complaisance des parlementaires sur l'échec des politiques publiques adressées à la jeunesse camerounaise, victime de ce fléau d'immigration clandestine sur le continent africain. La France reste un problème pour le continent africain selon l'analyse des célèbres philosophes Achille Mbembe et Felwine Sarr. Ils dénoncent l'impérialisme post-colonial français et la faiblesse des dirigeants africains à se débarrasser du joug colonial français. C'est dans ce contexte tendu et électrique que Emmanuel Macron, président français, entame sa première tournée africaine et très attendu son discours sur les nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Décryptage à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le projet de loi de finances 2018 suscite déjà des critiques. Le gouvernement l'a déposé ce lundi à l'Assemblée nationale en parfaite violation des dispositions réglementaires, lesquelles prévoient que des projets de loi soient déposés 2 semaines avant les sessions parlementaires, ce qui n'est pas le cas dans un tel contexte. Les députés peuvent-ils examiner point par point les différentes stratégies publiques prévues dans le programme économique, social et culturel du Cameroun en 2018? Élément de réponse avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Fini les joutes verbales de la semaine dernière, l'Assemblée nationale a retrouvé son cours normal. Le dépôt de la loi des finances 2018 en plénière s'est ainsi déroulé dans une ambiance digne des jours ordinaires dans cette institution. Cela en présence des députés du SDF qui avaient fait obstruction à la plénière il y a quelques jours.
Comme souvent, le dépôt tardif de cette loi devant le Parlement suscite des critiques. On reçoit la loi de finances avec un mois de retard, comme d'habitude. Donc j'espère qu'ils vont nous donner un mois pour la consulter et pour travailler dessus. Mais malheureusement, comme d'habitude, on va essayer de faire un travail bâclé. Et je pense que c'est une des plus grosses entraves à la démocratie camerounaise que de croire que de rendre compte de l'argent du contribuable est quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Il s'en trouve néanmoins parmi les députés qui soulignent qu'il est question de s'atteler à la tâche. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer d'analyser cette loi et vérifier si les aspirations de nos populations y sont inscrites. C'est un devoir de la représentation nationale. La loi des finances 2018 aura une singularité avec l'introduction d'une rallonge de 50 milliards consacrée à l'organisation des différents scrutins. Mais elle connaîtra aussi un rétropédalage, notamment en ce qui concerne l'option initialement envisagée de faire collecter la taxe foncière par Eneo. Aussi, son enveloppe globale, estimée préalablement à 4 513 milliards de francs CFA, devrait être au final plus élevée. Contrairement à une fin de semaine agitée à l'Assemblée nationale en présence des députés SDF revendiquant l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise anglophone, ce lundi était une journée calme à l'hémicycle à Yaoundé. Les députés SDF n'ont pas manifesté lors du dépôt du projet de loi de finances 2018. Un calme avant la tempête. Ils prévoient de maintenir la pression sur le Parlement afin d'obtenir une solution à leurs problèmes politiques. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ils étaient bien présents à l'hémicycle ce lundi matin, mais dans le calme absolu. Tout le contraire du tohu-bohu qui a bloqué la plénière de jeudi, mettant prématurément un terme à la session que conduisait le président de l'Assemblée nationale. Mais le calme observé lors du dépôt du projet de loi de finances 2018 ne signifie pas que le SDF a abdiqué. Nous menons nos actions et je ne pense pas que l'heure est à la divulgation des stratégies. Nous trouvons regrettable que le pays est à genoux depuis plus de 13, 14, 15 mois et le gouvernement et son groupe à l'Assemblée nationale font comme si de rien n'était. C'est dire que le SDF maintient sa position, celle de voir l'Assemblée nationale se pencher urgemment sur la crise anglophone, en l'inscrivant à l'ordre du jour de l'une de ses sessions. Cette même Assemblée nationale s'est mobilisée pour comprendre ce qui se passait avec le phénomène Boko Haram et je pense que ça a édifié non seulement les députés, mais l'ensemble de la nation. Et nous demandons qu'avec cette crise dite anglophone, qui est en fait une crise de gouvernance, et c'est une crise qui affecte tous les Camerounais, qu'il y ait un débat dessus pour que les Camerounais puissent comprendre, du moins pour que les représentants du peuple puissent comprendre ce qui se passe. Le dialogue que le SDF appelle de tous ses voeux ne doit exclure personne, si tant est que les différents acteurs recherchent le même but, à savoir la fin de l'incertitude qui s'est installée depuis plus d'1 an. On peut aussi envisager d'inviter la société civile et même les acteurs principaux de cette crise qui sont de l'autre côté pour qu'ils viennent nous dire quelles sont leurs revendications et ensuite, seulement ensuite, on pourra essayer de trouver des solutions à ce problème. Mais fuir ou jouer à la politique de l'autruche ne nous avance pas. Après les députés, c'est au tour des sénateurs du SDF de brandir la menace d'un blocus. Dans une correspondance adressée au président du Sénat, ces derniers exigent également que la crise anglophone soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière. Ceci au fin de la création d'une commission spéciale ad hoc, conformément à l'article 35 de la Constitution et à l'article 40 du règlement intérieur du Sénat. Marcel Niad Difendi prêtera-t-il une oreille attentive là où Kava Yege Djibril ne l'a pas fait? On attend la prochaine plénière au Sénat pour voir clair. Au-delà de cet enfer esclavagiste vécu en Libye,
L'ampleur de l'immigration clandestine dévoile l'échec des politiques publiques adressées à la jeunesse camerounaise. C'est en tout cas le diagnostic sans complaisance des parlementaires au moment où des jeunes Camerounais continuent de braver au péril de leur vie ce trafic humain, de traverser le désert du Sahara occidental pour tenter de joindre l'Europe afin de fuir la misère au Cameroun. Reportage avec Cyril et Emmanuel Diop. C'est avec satisfaction que dans les rangs du RDPC, l'on accueille le retour au pays des migrants camerounais. Je suis heureuse que les enfants soient rentrés. J'espère qu'ils ont tiré les leçons. D'ailleurs, ils ont fait des déclarations. J'espère aussi que les parents vont comprendre que la parenté responsable nous impose de protéger nos enfants. Si le parti au pouvoir convoque la responsabilité parentale, l'Union des populations du Cameroun, pour sa part, conseille la création d'une Ligue noire pour faire opposition à la Ligue arabe. Il faut aujourd'hui créer la Ligue noire au même titre que la Ligue arabe pour juger, analyser le déploiement de la race noire dans le monde. Mais le meilleur remède contre l'immigration clandestine, selon le RDPC, c'est la création des richesses sur le plan local. L'effort également que nos gouvernants doivent faire pour axer le maximum de moyens sur l'éducation en général et sur la création des emplois, c'est-à-dire l'industrialisation. En tout état de cause, l'UPC invite le gouvernement à prendre ses responsabilités face aux États qui ne cachent pas leur arrogance du fait de l'argent du pétrole. Il faut ici amener nos gouvernements à ne pas démissionner de leurs responsabilités face à la diplomatie du pétrole. Les députés à l'Assemblée nationale ne sont pas insensibles à la crise migratoire qui secoue le Cameroun. Comme solution à l'immigration clandestine, les parlementaires invitent le gouvernement à prendre des mesures pour assurer sur place le bien-être des populations. La nouvelle vient de tomber. Général Express Voyage reprend ses activités de transport interurbain cette semaine. Après un mois de suspension, le reste de sa sanction a été effacé. C'est une décision prise à titre exceptionnel. Selon le communiqué du ministre des Transports, Edgar Alain-Mbengo estime que la dite compagnie des transports a pris des mesures correctives après un audit mené il y a quelques semaines. Durant cette période de suspension, une forte demande avait explosé sur le trafic du transport interurbain entre Bafoussam et Yaoundé. Des passagers ont payé 5 000 francs CFA, soit le double du prix du transport avant la suspension de Général Express Voyage. Un véritable calvaire pour les passagers qui se déplacent entre Bafoussam et Yaoundé, un calvaire que nos reporters ont vécu. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat, reportage. Si le début de week-end est un calvaire dans les agences de voyage de Douala et Yaoundé pour les passagers en direction de la région de l'Ouest, leur retour en fin de week-end est plus qu'un chemin de croix, surtout en cette période de funérailles et autres deuils. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire une lutte sans merci. Et cette lutte ne peut se faire qu'en collaboration avec, bien sûr, l'État du Cameroun. Nous avons effectivement la possibilité de fermer, nous le faisons. J'ai cité des cas, nous avons déjà fermé des dizaines de structures. Mais parfois, ça réouvre. C'est un combat de longue haleine, car sans une réelle volonté politique de tordre le cou à ces fléaux, il serait difficile d'attendre un quelconque résultat. Dans l'escale internationale, la France reste un problème pour le continent africain, selon l'analyse des célèbres philosophes Achille Bembe et Felwine Sarr. Ils dénoncent le paternalisme et l'impérialisme post-colonial français, mais aussi cette difficulté des dirigeants africains à se débarrasser de ce joug colonial français. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron, président français, entame sa visite en Afrique de l'Ouest, première escale, le Burkina Faso, où il y a un véritable désamour entre la France, ancienne puissance coloniale, et les Burkinabés. Enjeu politique d'une tournée africaine du président français, c'est décrypté dans ce reportage signé Éric Martial Ndiomo.
Plusieurs raisons justifient le choix de Ouagadougou pour ce discours qui devrait donner le ton sur la politique africaine d'Emmanuel Macron. D'abord, le fait que le Burkina Faso soit présenté comme un exemple de démocratie. Ensuite, la longue histoire qui lie les deux pays avec des aspects tant positifs que négatifs. Face aux étudiants, lors de la séance consacrée aux questions et réponses, le président français devra certainement répondre du rôle joué par Paris dans l'exfiltration de Blaise Compaoré vers la Côte d'Ivoire après avoir été chassé du pouvoir par la rue. Selon des indiscrétions, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, l'organe créé par Macron pour traiter du nouveau rapport franco-africain, voudrait rompre avec les prédécesseurs du président. Hollande et Sarkozy avaient choisi Dakar pour le même exercice. Le dit discours, très attendu, aura pour ambition de polisser l'image de la France en Afrique. La jeunesse du Burkina Faso, semblable à celle d'autres pays du continent, a développé un sentiment anti-français dû au passif colonial et à la politique africaine de l'Élysée. La France, qui selon de nombreux rapports n'a pas tenu compte de l'évolution des sociétés africaines et de l'émergence d'une classe majoritaire des jeunes de plus en plus politisés, continue à travers son interventionnisme et son soutien aux classes dirigeantes gérontocrates en Afrique à perdre de la côte auprès de ces jeunes. L'exercice est donc délicat pour Macron qui s'inscrit en matière africaine dans une logique de rupture qu'avaient déjà annoncé ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy. Très attendu demain mardi le discours du président français Emmanuel Macron, alors que ses prédécesseurs, notamment Nicolas Sarkozy, s'étaient illustrés par des propos polémiques sur l'Afrique qui n'était pas assez rentrée dans l'histoire. Emmanuel Macron peaufine son discours avec son Conseil de l'Afrique qu'il a accompagné durant ces dernières semaines dans un discours très attendu sur de nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Nous revenons sur ces propos parfois polémiques des présidents français qui ont suscité une vague de critiques sur le continent africain. C'est avec Sylvestre Hippolyte Zangaou dans ce reportage. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'était le 26 juillet 2007 à Dakar au Sénégal. Nicolas Sarkozy, fraîchement élu président de la République française, parlait ainsi du continent africain. Un discours qui avait soulevé un véritable tollé, car considéré comme étant une insulte à l'encontre des peuples africains. Et ce discours, dont s'étaient indignés plusieurs intellectuels du continent, est finalement resté dans les mémoires, malgré les tentatives de Nicolas Sarkozy de donner un autre sens à ses propos. 5 ans après, arrivé au pouvoir à son tour, François Hollande, toujours à Dakar, tente de marquer la rupture avec son prédécesseur. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique, et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique. Je considère les Africains comme des partenaires, comme des amis. Mais l'amitié crée des devoirs. Et le premier d'entre eux, c'est la sincérité. Je veux leur parler librement, directement, le faire sans ingérence, mais avec exigence. Emmanuel Macron, désormais au pouvoir en France, a sa vision à lui des relations entre l'Hexagone et l'Afrique. Si son discours, alors qu'il séjourne en Afrique de l'Ouest, est très attendu. Au moment où il est en campagne électorale, l'actuel président français s'était illustré par ses propos en visite en Algérie. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Et certains, on le sait bien, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Ça, jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview, et je l'ai fait partout où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Il faut rappeler que depuis 2007, revenant d'une cérémonie dans son village, Alexis Tapoquin, loin d'être au bout de ses peines, nous raconte ses mésaventures. On envoie les groupes au travail chargé, mais ok, comme ça, nous pouvons d'abord 1000 francs au lieu de 500 francs par personne. On est payé pour arriver sur le. En tout cas, il y a des banquiers, j'ai parlé de vous. Il y a un peu assez 1000 francs pour placer de il y a des personnes. Ça commence tout le monde, c'est pas moi. À l'explosion de la demande, depuis la suspension temporaire du transporteur général voyage, les pancartes exhibant d'habitude le prix préférentiel du ticket à 2500 francs ont vite été jetées dans un coin pour des tarifs variants
de 4 500 à 5 000 francs CFA. Comme il n'y a pas beaucoup de bus, ils nous prennent plus cher. C'est 5 000 aller, 5 000 retour, ça fait 10 000. Au-delà du coût élevé du ticket de transport, tout voyageur doit en plus passer un concours de patience face aux files d'attente serpentant dans les terminaux à bus. Parfois découragés au premier coup d'œil, bon nombre d'entre eux font sans satisfaction la ronde des agences et l'autostop, c'est l'unique option. Ici, il y a possibilité que l'on choisisse. On n'est pas obligé d'aller à la gare au train. Il y a un qui peut être 4 000, 5 000. Les bus sont sales. Et vous préférez l'autostop? L'autostop, ils ne vont baisser encore. Dimanche passé, je suis resté ici, je suis venu, ils ont parlé de 4 500. À minuit, moi, la même personne qui me vendait à 4 500, il m'a pris à 3 000 francs. À 3 000 francs. Des compagnies opérant ailleurs viennent récolter quelques retombées des malheurs du voisin d'à côté. Jusque-là, les clients boudent, mais n'ont pas de choix. Voilà. On avait ici, ce n'est pas de nom. La plus souvent, combien là? 3 000. Nous sommes à 5 000 aujourd'hui. Voilà, mais 5 000 aujourd'hui. On n'a pas le choix, il faut rentrer sur voilà. Pour la chasse du gain, certains transporteurs jouent même les aventuriers sur les axes de l'Ouest. On décolle à Yaoundé à minuit pour arriver sur la 7 h du matin, parce qu'ils roulent doucement. Ils peuvent poser des accidents parce qu'ils ne connaissent pas la route. Ils ne sont pas habitués, ils sont tellement compliqués, il y a les frappes. Comme on paie chez 5 000, 6 500, ils sont tombés aussi là-bas dedans. Malgré les racoleurs qui fourmillent de toutes parts et en l'absence de bus en vue, bon nombre de voyageurs des heures durant préfèrent attendre une hypothétique arrivée. Une patience à rude épreuve au nom du pacte de confiance et de fidélité signé avec des agences de voyage à la notoriété bien établie. Si tous les transporteurs se frottent les mains pour de bons chiffres d'affaires réalisés chaque week-end, à défaut de lever la suspension du Général Voyage, les voyageurs ont à cœur de voir ce transporteur vite purger sa peine et reprendre du service, surtout en cette approche de départ en congé pour les fêtes de fin d'année. Et précisons que le ministre des Transports, Edgar Alain Mbengue, a publié un communiqué dans lequel il déclare que la suspension du Général Express Voyage se limite à 1 mois sur les 3 mois initialement prévus. Le reste de la sanction a été effacé à titre exceptionnel selon les propos du ministre Edgar Alain Mbengue et le calvaire des usagers qui empruntent généralement l'axe Douala-Bafoussam ou encore Yaoundé-Douala-Yaoundé pourrait s'estomper. Je vous propose de suivre cette réaction des nombreux Camerounais qui racontent leur galère vécue dans la ville de Douala en raison de la fermeture pendant près d'1 mois de cette agence de transport interurbain. Reportage signé Warren Zede et Julienne Berthe-Bissaille. Le ministre des Transports vient certes de lever la sanction de l'Agence Générale Voyage, mais cette décision n'a pas épargné les usagers de l'axe Douala-Bafoussam à vivre le calvaire dû à la suspension de celle-ci. Puis la suspension de l'Agence Générale, c'est un calvaire total pour tous ceux qui voyagent, puisque la seule agence qui est là, à venir par exemple, on ne peut pas citer, a des vieilles voitures qui tombent en panne après chaque 5 km, ce qui n'est pas aisé pour le voyageur. On ne peut plus programmer un voyage et le faire à temps. Vraiment, c'est triste. Dans les agences du ticket, il n'y a pas moyen. Il y a plus de passagers que de voitures. Vraiment, nous regrettons. Cette demande supérieure à l'offre a favorisé l'augmentation des coûts du transport. Quittant ici pour Bouddha, c'était 500. Maintenant, je suis taximan. Quand j'arrive à Bouddha à 18h maintenant, je vois le monde là-bas. On me prend maintenant qu'à 1000 francs, Tu vois comme les gens sont là placés. Et maintenant, je ne vais pas moi qu'à Bouddha parce qu'il y a des gens placés. C'est pour ça qu'il me fait passer, sinon je ne peux pas. Si certains préfèrent les agences de voyage, d'autres sollicitent les personnels pour leur confort. Il y a beaucoup qui n'aiment pas aller dans les agences de voyage. Il y a beaucoup qui aiment plutôt les particuliers parce que ça roule un peu rapidement et puis ça arrive avant le temps. Bon, à l'agence, ça traîne. Le temps de payer le billet, le temps d'attendre. Il faut faire des heures dans des agences. Malgré cette option, l'épineux problème du mauvais état des routes demeure. L'entretien routier n'y est pas. On est collecté pour ne pas. L'État doit revoir ce système.
Et passant aussi par les péages, voir aussi les nids de poules qui sont sur nos chaussées. Je pense que rien qu'avec la contribution par les péages, nous ne devons plus avoir l'excès de choses sur la voie publique. En attendant des actions concrètes des pouvoirs publics, c'est un ouf de soulagement que viennent d'avoir les usagers de cet axe routier. La régulation dans le secteur des transports est toujours le théâtre d'un bras de fer entre les opérateurs et les pouvoirs publics. Tenez-vous bien, les rois du désordre urbain, les mototaxis, refusent de se plier aux injonctions des pouvoirs publics dans la capitale économique du Cameroun. Ils ont botté en touche le fait d'abandonner la surcharge sur les mototaxis. Pourtant, cela multiplie les risques d'accidents mortels. Une concertation entre la communauté urbaine de Douala et ses conducteurs de mototaxis n'a accouché que d'une souris, selon le constat fait par nos reporters François Dikoumé et Donald Anouzoua. Douala, à défaut de mettre hors circuit le transport urbain par moto, se propose d'organiser ce secteur d'activité qui serait en partie cause du désordre sur la voie publique. Il est plus difficile pour certains d'avoir les mouvements. Vous n'avez pas le carte vous n'avez pas la carte mais je pense que même si c'est difficile, progressivement il faut fonctionner. Les conducteurs de moto-taxi qui adhèrent partiellement aux propositions de la communauté urbaine refusent par contre de mettre fin aux surcharges. Vous demandez de payer les papiers, c'est normal. C'est normal. Mais au niveau du bâchement, qu'ils le font, ils interdisent le bâchement. C'est normal. Est-ce que le client va donc payer pour place? Les seigneurs des engins à deux roues donnent aussi les raisons pour lesquelles ils roulent sur le terre-plein et ne respectent jamais le feu de signalisation. Nous connaissons tous que le Bensikina ne sait pas attendre. Le Bensikina est pressé. On va apprendre à ne plus être pressé. Il ressort également du séminaire annuel de sensibilisation des mototaxis de Douala que les acteurs du secteur seront répartis par arrondissement et identifiables grâce aux chasubles de différentes couleurs. Autre secteur d'activité qui peine à être régulé au Cameroun, c'est celui de l'exercice légal de la médecine. L'Ordre des médecins avoue son impuissance à combattre la prolifération des cliniques qui évoluent en marge de la légalité. L'assainissement se heurte à des résistances entretenues par des réseaux de corruption, mais aussi de trafic d'influence, un fléau qui s'accentue à tel point que 3500 formations médicales évoluent dans l'illégalité au Cameroun. Reportage Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Plus de 3500 structures sanitaires privées figurent dans la liste noire de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Il s'agit de structures clandestines dont l'existence met à mal l'offre de soins et aucune région du pays n'est épargnée. Que ce soit chez les médecins ou les paramédicaux, il y a un foisonnement fou pour des structures qui répondent à rien, qui en fait sont plus des mouroirs que des centres de soins. Ils font n'importe quoi et les gens transforment des maisons, des salons de maisons en cabinets de consultation et parfois quand c'est même des maisons, on n'a pas le minimum. On n'a pas le minimum pour sauver une vie humaine. Plus grave encore, certaines de ces structures clandestines appartiennent aux médecins, impliqués à hauteur de 30% dans l'exercice illégal de la profession. De quoi susciter davantage le courroux de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Chaque minute qui passe, il y a peut-être quelqu'un qui est mal pris en charge, qui meurt. Voilà un spécialiste des garçons entérologiques. Si le diagnostic est mal fait, si la prise en charge est mal faite, vous ne saurez pas. Le type va sortir en disant « ouais, c'était son jour ». On n'a pas obligation de résultats, oui, mais on a obligation de moyens. Et dans ces structures, il n'y a pas les moyens. Malheureusement, les actions entreprises par l'Ordre des médecins échouent aux portes de la corruption et du trafic d'influence. La plupart des formations sanitaires clandestines bénéficiant du soutien des pontes du régime et de la complicité de certains fonctionnaires véreux du ministère de la Santé publique. Lorsque nous identifions ces formations clandestines, et qu'il faille passer à l'acte, c'est-à-dire la fermeture, la saisie du matériel comme nous l'autorise la loi, malheureusement nous n'avons pas la force publique et lorsqu'on la requiert, malheureusement elle tarde à venir.
Nous avons plusieurs fois saisi les autorités administratives pour qu'ensemble on essaie de mettre de l'ordre là-dedans, mais je ne peux pas vous dire, parfois dès qu'on commence, quelques temps après, c'est des coups de fil qui viennent de gauche à droite pour intervenir et on laisse tomber. Bon, je ne sais pas de qui on se moque de la population, on se moque de qui, je ne sais pas. Malgré ces obstacles, l'Ordre des médecins entend poursuivre la lutte afin que seuls ceux qui ont voix au chapitre exercent la médecine au Cameroun. Tous les jours, nous avons des plaintes de patients venant des structures illégales.